expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo basée sur la préparation physique. J'ai avec moi un préparateur physique, j'ai nommé Nabil Takali. Nabil, comment vas-tu? Ouais, ça va super et toi? En forme, moi. Eh ben ça va nickel, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Pour rappel, les gens qui ne te connaissent pas, je vous invite à regarder l'interview que j'ai réalisée de toi. Tu es un préparateur physique, tu prépares de nombreux athlètes, pour citer le plus connu, Baysangour Shamsudinov, mais il y en a plein d'autres qui se sont rajoutés là récemment. Grâce à toi. Ah, c'est gentil, c'est un plaisir. Moi, je voudrais que tu nous expliques un peu aujourd'hui la préparation physique, c'est quoi en fait exactement, et est-ce qu'elle est uniquement réservée aux combattants de MMA? Alors, la préparation physique, non, elle n'est pas réservée qu'aux combattants de MMA. On va dire que la préparation physique, pour faire simple, c'est ce qui permet, entre guillemets, d'être plus fort physiquement, plus endurant physiquement dans sa discipline. Je donne un autre exemple, quelqu'un qui fait du football, il va être un peu plus endurant, il va être un peu plus explosif sur les débuts d'accélération. Et bien, faire de la préparation physique, ça peut l'aider à hauteur de 10, 15, 20%. Et à haut niveau, ces petits pourcentages, ces petits degrés de changement, ils font énormément de différence. Et c'est aussi ce qui fait qu'en général, les athlètes durent dans le temps. Donc, ce n'est pas réservé aux athlètes de très haut niveau. Quelqu'un qui fait de la course à pied 3 fois par semaine, faire de la préparation physique en salle de sport ou à domicile, ça peut être très bénéfique pour cette personne-là. Et par exemple, moi, je vais à la salle tous les jours. Est-ce que je fais de la préparation physique ou c'est plus de la musculation? Enfin, est-ce que le cardio rentre en compte dans la préparation physique ou c'est uniquement de la musculation, des mouvements polyarticulaires, tout ça? Enfin, sans rentrer trop dans les détails, est-ce qu'il y a des exercices spécifiques à la préparation physique? C'est différent, mais par exemple, si tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, que tu vas faire ta séance de musculation, tu vas faire tes squats, tu vas faire tes pompes, etc., ça peut t'aider dans ta discipline. Si tu fais du MMA, par exemple, à côté, même que ce soit un loisir, ça peut t'aider à être plus fort, plus endurant. Mais c'est sûr que c'est pas le plus cohérent parce que quand tu vas t'entraîner, tu te dis pas, ok, je sais que je galère en lutte, je fatigue énormément au niveau des épaules en lutte, je vais devoir faire ça, 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 ça. Ce qui est important en fait avec une préparation physique carrée, c'est que le programme soit cohérent en fonction des objectifs et des besoins. Par exemple, on sait que tu as, je sais pas, même si c'est du loisir, tu as peut-être une petite compète de pancrace dans 6 mois, tu as envie d'être un peu plus fort, un peu plus explosif, un peu plus puissant, mais tu vas mettre en place une programmation sur ces 6 mois qui va être continue, qui te permettra à la fin, quand tu vas arriver au jour J, de vraiment d'être à ton pic de forme, d'être vraiment au pic de tes performances. Donc, il faut que ce soit cohérent. Après, aller en salle de sport, s'entraîner, comme je dis toujours, quelqu'un qui fait rien, tu lui fais faire 200 pompes par jour, il va progresser. Il va progresser de là, mais ça reste du progrès. Par contre, quelqu'un qui a un entraînement cohérent, avec une vraie programmation, etc., il va exploser sur le long terme, quoi. Même sur le court terme, certains voient vite la diff, au bout de 3 4 semaines, ils voient une différence. Parce qu'ils dorment mieux, parce qu'ils s'alimentent mieux, parce qu'ils ont cette réflexion de se dire, ok, si je m'entraîne correctement, etc., mais je vais à côté mieux manger, mieux dormir, faire les efforts. Donc c'est effet boule de neige dans le bon sens, entre guillemets. D'accord. Et par exemple, pour un athlète de MMA, combien de fois il doit faire des séances de préparation physique dans une semaine? Et même en amont, elle commence à partir de quand? Est-ce qu'on se prépare physiquement toute l'année ou c'est uniquement à l'annonce du combat qu'on commence le travail? Comment ça se passe? Je vais répondre d'abord à ta deuxième question, après je répondrai à ta première question. Pour moi, c'est en tout cas que tu sois un amateur ou un pro, c'est inconcevable que tu t'entraînes que quand tu as une annonce de combat. Pour moi, la préparation physique, il faut que tu la fasses toute l'année parce que déjà un jour, si tu as un short notice, qu'on te prévienne 3 4 semaines à l'avance ou 2 semaines à l'avance, et que tu fais pas de préparation physique régulière, mais tu ne seras pas à ton pic de forme. Donc peut-être le short notice, tu vas l'accepter, tu vas valider ta pesée. Et encore, le fait de ne pas avoir de préparation physique, ça va être beaucoup plus dur de valider la pesée.
ben, au final, tu vas prendre le short notice et tu risques de perdre parce que tu ne seras pas en forme. Ça, c'est, pour moi, c'est inconcevable. Donc, il faut que tu t'entraînes toute l'année. Il faut que ce soit propre, que ce soit pas fait n'importe comment. Et pour moi, en combattant de MMA, je dirais que même en amateur, deux préparations physiques, c'est déjà bien. En pro, pas plus de deux. À part, on va dire, on sort d'une grosse blessure, on sait qu'on va pas combattre avant 8 mois et qu'on peut pas travailler certains, on peut pas faire de lutte ou on peut pas faire de, comment ça s'appelle, de pied-point parce qu'il y a certains trucs, je sais pas, on a le nez cassé, etc. Ben, on peut passer peut-être à 3 séances de préparation physique, mais en général, vu que les plannings d'entraînement des combattants de MMA, c'est très très chargé, hein, ils s'entraînent 2 fois par jour, 5 à 6 fois par semaine, on ne peut pas se permettre de faire 4 prépas ou 3 prépas dans la semaine. C'est très rare d'en avoir 3. En général, c'est 2, des fois une séance. Dans la préparation physique, est-ce que ça englobe aussi la nutrition, la récupération? Quand je te pose cette question, c'est savoir est-ce que vraiment c'est le préparateur physique qui s'occupe de ça ou par exemple pour toi, pour revenir sur ta personne, est-ce que toi tu délègues, est-ce que tu travailles avec des nutritionnistes, avec des pôles de récupération? Alors, quand la personne a les moyens, je délègue la partie nutrition à un confrère à moi qui s'occupe vraiment que de la partie nutrition, diététicien des combattants, qui s'occupe de tout ce qui est plat, faire les programmes alimentaires, etc. Moi, je m'occupe de l'aspect préparation physique, donc les entraînements. Je m'occupe aussi de la récupération en général, donc je les conseille sur le sommeil, compléments alimentaires, etc., etc. Et tout ce qui est médical aussi, vraiment, enfin, je les conseille sur. Je leur dis, ben, prends un kiné, prends-toi un ostéo. Et normalement, si tu as une bonne mutuelle, il n'y a pas de souci avec ça. Essaye de faire au moins une séance de kiné par semaine où il va venir. Les combattants, ils ont toujours des petits pépins, ils ont une raideur au niveau de la nuque, l'orteil une petite entorse au niveau de l'orteil. Donc c'est toujours bien qu'on ait un kiné derrière qui s'occupe, ou même s'il y a une urgence. Mais moi, par exemple, j'ai un kiné, je sais que si j'ai une urgence, il me dit, ok, bon, j'essaie de te trouver un créneau demain. Et ben, il gère l'urgence et ça peut te permettre, quand tu es combattant pro, eh ben, de sauver des trucs. Parce que si tu peux pas t'entraîner pendant 3 semaines, parce que tu as un problème, on va dire, à l'épaule ou à la cheville, que tu dois attendre que le kiné ait 2 semaines ou 3 semaines parce que tu n'as pas Ah, trouvé le kiné, c'est problématique. Donc c'est pour ça que je conseille. Après, ceux qui n'ont pas les moyens, je délègue pas. Je m'occupe de la partie nutrition et tout. J'essaie d'adapter le budget, etc. Mais quand tu es pro, pour moi, il faut investir. Souvent, ce que je dis, c'est la prime que tu gagnes à la fin du combat. Tu vas pas partir en vacances avec, mais tu investis sur tes training camps. Par exemple, partir à l'étranger, faire je sais pas, des sparring dans une salle. Tu vois, en Europe, on a de très bonnes salles. Tu vas dans le sud de l'Espagne, tu as la salle de, comment il s'appelle, Ilia Topuria. J'ai des mecs de bons clubs qui y sont allés. Tu vas en Angleterre, tu peux aller dans la salle à Léon Edwards, des trucs comme ça. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Et pareil, je leur dis d'investir sur ben, un nutritionniste, préparateur physique, etc. et pour donner une ordre d'idée, aujourd'hui une prépa physique en France, j'ai envie de parler pour tous les préparateurs physiques, ça revient à combien à peu près pour un combattant de MMA? Franchement, ça dépend parce que combattants de MMA, ils gagnent pas bien leur vie. Donc, en Ok. général, les préparateurs physiques s'adaptent quand même au niveau du tarif. C'est difficile à dire parce que, par exemple, il y a des gens, moi, je suis déjà à distance ou en présentiel. Mais je sais que les séances, on va dire d'une heure et demie, ça va être entre 35, ça peut monter à 75 euros, mais ça dépend de la durée, la personne, comment elle s'entend, comment elle s'est arrangée aussi, parce que Hmm. des fois c'est des arrangements, ok, je te fais un tarif un peu plus bas, mais tu m'aides au niveau de la pub, parce que le combattant, je sais pas, il a 200 000 followers, et ils se font de la pub, etc. Après, en général, c'est ça, quoi. Mais c'est D'accord, un budget quand même, c'est pas anodin pour un combattant, quoi. Ou sinon, c'est souvent, mais le préparateur physique prend un pourcentage de la prime du combattant. d'accord. Mais en France, Ouais, des milliers tu des gagnes cents, pas ouais. 20 000 euros par combat, quoi. Donc, si tu combats 2, 3 fois par an, ben, c'est compliqué, quoi. Plus, Des deux côtés, je parle. ouais, ouais, bien sûr. Et au niveau de la préparation physique, est-ce que ça se fait uniquement en salle? Est-ce que toi tu t'adaptes? Par exemple, un combattant, il te contacte, demain, faut que tu vas l'amener avec toi dans une salle de sport pour lui faire faire des exercices, ou si lui, il n'est pas inscrit en salle, est-ce qu'il va dehors, tu vois? Est-ce qu'il est obligé de s'inscrire en salle? C'est mieux de s'inscrire en salle. Après, moi, je fonctionne avec les deux principes, soit à distance,
Par exemple, Baye-Sancourt, on fait une grosse partie à distance et des fois je monte sur Paris, on fait avant les échéances, etc. Ou soit je fais en présentiel et la personne vient dans une des salles où je peux coacher gratuitement parce qu'il y a beaucoup de salles qui demandent un loyer au coach ou au préparateur physique. On fait ça en présentiel. Si la personne ne peut pas accéder à une salle parce qu'elle n'a pas les moyens, je ne vais pas te mentir, c'est compliqué de faire tout au poids du corps, surtout à haut niveau. Tu peux progresser, mais au bout d'un moment, ça a ses limites. Souvent, ce que je dis, c'est tu as une boîte à outils, tu dois monter, je sais pas, une charpente. Tu vas dire, tu vas prendre qu'un marteau. Si tu peux utiliser une scie, tu peux utiliser une équerre, un niveau, mais prendre tous les outils. Ok, bien c'est un sûr. budget, mais au bout d'un moment, en plus, franchement, en France, c'est pas non plus ultra cher de payer une salle de sport. Se payer un préparateur physique qui vient à tes séances, là, c'est une autre histoire. Mais c'est pour ça que tu peux te faire suivre à distance et ça coûte moins cher. Mais si tu as les moyens, prends en présentiel. C'est le top, je vais pas te mentir, d'être en présentiel. Moi en tant que prépa et pour l'athlète. Mais ça reste un budget, on va pas se mentir. Je le dis toujours, les combattants, en France en tout cas, ils gagnent très peu, gagnent leur vie ou peuvent se permettre de payer, etc. Un bon prépa, un bon nutritionniste. Prochaine question, est-ce que en France on est en retard sur la préparation physique, j'ai envie de dire comparé aux Américains, comparé aux Brésiliens? Qu'est-ce que toi tu en penses? Je dirais pas que c'est une question de enfin, c'est plus un retard entre guillemets euh, en termes d'investissement. Euh, En fait, ils se voient pas payer un préparateur physique ou un coach pour s'entraîner parce que en fait, ils se disent mais putain, je vais lui donner tant d'argent pour m'entraîner et pour si peu de bénéfices entre guillemets, alors que vraiment ceux qui investissent, ils voient vraiment la différence. On est en retard beaucoup sur ça et beaucoup sur les infrastructures. Après, petit à petit, ça commence à venir, mais c'est vrai qu'on n'a pas des infrastructures. Je parle pour de la préparation physique. On a de très bonnes salles de sport traditionnelles, mais pour de la préparation physique, des fois, ça manque. Souvent, on voit des salles, beaucoup de charges libres, de salles type CrossFit pour la préparation physique, mais c'est bien aussi de voir accès à des machines spécifiques pour la préparation physique. Pourquoi pas des pistes, avoir accès par exemple dans ta salle de sport où tu fais ta préparation physique, avoir à côté une cage, un tatami, un ring de boxe, parce que des fois en fonction d'eux, tu peux entre guillemets travailler du travail spécifique juste après la séance où tu vas faire le son, un petit sparring guidé, etc. après la préparation physique. C'est plus sur les mentalités, sur les infrastructures, je dirais qu'on est en retard, pas sur les compétences, etc. On est vraiment très bon en France à ce niveau-là, on est très bien formé, on se forme. Enfin, moi, pas que moi, hein, moi j'ai plein de confrères qui investissent énormément. Franchement, les préparateurs physiques aux États-Unis sont pas meilleurs que nous. Il y a de très bons préparateurs physiques, certes, là-bas, mais ici, on n'est pas à plaindre. D'accord. Et est-ce que toi tu regardes ce qui se fait à l'étranger? On a pu voir, tu sais, des vidéos, je repense à l'époque de Connor, quand il travaille sur les réflexes, les lumières rouges, tout ça. Enfin là on a vu aussi Henri Cerudo qui, enfin voilà, ils ont des utilisations de certaines machines qu'on voit pas trop en France. Est-ce que toi ça t'inspire ou tu regardes ce qui se fait à l'étranger et tu essaies de l'appliquer à toi ou pour toi, je veux dire, t'es déjà bien, tu vois, bien complet et t'as pas besoin forcément de modifier les Non, je choses. regarde, non, je regarde à balle ce qui se fait à l'étranger. Je regarde beaucoup ce qui se fait en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce que je trouve qu'ils ont une approche vraiment moderne de l'entraînement. Et ils ont ce truc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas des grands pays, entre guillemets. Enfin, quand je parle pas de superficie. Il n'y a pas énormément d'habitants, mais l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça reste des petits pays en termes de population. Et moi, quand je les vois au niveau de l'entraînement, de la préparation physique, que ce soit en dehors du sport de combat, mais même dans le rugby, etc., ils sont à des années-lumière à ce qu'on fait en France et même aux États-Unis dans certains points. Donc, ouais, je regarde. Même aux États-Unis, je regarde ce qui se fait au Japon, des fois en Russie. Après, je regarde pas partout parce que j'ai pas le temps sinon. Mais je m'inspire beaucoup. Et pas que. Aussi, je reste. Il y a beaucoup de bullshit, entre guillemets. Il faut faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux, à ce que les combattants montrent. Parce qu'on voit beaucoup, comme on disait, de trucs. Travailler avec la lumière, dans la piscine. Mais on voit pas, entre guillemets, l'essentiel parce que ça les intéresse pas de montrer ça. Parce que tu montres ça, les gens ils vont pas cliquer. Ou ils se disent, ok, ben, c'est banal. Tandis que si tu montres des trucs un peu novateurs, les gens ils se disent, tiens, le mec est chaud, tu vois. Le mec est vraiment chaud et ça fait cliquer. C'est du business, hein. Et ils savent très bien vendre les anglo-saxons à ce niveau-là. Quand on prend les compétences
Pour gagner un combat, bon, ben, je pense, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, surtout à haut niveau. Pour toi, la préparation physique, c'est combien de pourcentage euh, pour emmener l'athlète à gagner son combat? Pour donner un peu une ordre d'idée aux gens, aux combattants qui voudraient prendre un préparateur physique. Je dirais que c'est dans les 10 à 15% parce que ce qui est surtout important dans la préparation physique et je trouve qui est oublié en fait, c'est la prévention des blessures et les blessures. Même certes, les sports de combat, on se blesse on est là pour faire mal à l'adversaire. Donc, il y a souvent des blessures, etc. On se casse le nez, enfin tout ce qui est les os autour des yeux, etc. La préparation physique, c'est ce qui va vous rendre plus résistant, plus résilient dans les entraînements. Et c'est souvent là où beaucoup d'athlètes se blessent, c'est à l'entraînement. Souvent les genoux, l'épaule, etc. Parce qu'elle était trop instable, pas assez forte, parce qu'on n'a pas fait de travail autour de là. Et on le voit, des athlètes qui ont été blessés régulièrement dans leur carrière, au bout d'un moment, ben, ça casse, ils ne peuvent pas être performants sur 10, 15, voire 20 ans. Donc pour moi, c'est à hauteur de 10-15% la préparation physique. C'est pas négligeable. 10-15% au niveau, c'est énorme. Ça peut paraître minime, mais c'est énorme. Après, j'englobe quand même la nutrition, le sommeil, tout ça là-dedans, parce que pour moi, ça va ensemble. Si tu fais ta préparation physique, que tu fais pas attention à comment tu dors et comment tu manges, je vais pas dire que ça sert à rien, mais presque, hein. Super, bah écoute Nabil, je pense qu'on a été complet sur la préparation physique. Je voudrais prendre avec toi deux exemples de combattants, parce que j'imagine que tous les combattants ne sont pas égaux sur la préparation physique. On peut voir certains physiques qui sortent un peu du lot. Il y en a un d'ailleurs, je t'ai beaucoup identifié sur lui. Je vous le mets à l'écran. C'est le champion actuellement des Bantam. Sterling. Voilà, Aljamain Sterling. J'aimerais que tu nous dises, toi, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu regardes un peu ces vidéos de prépa. Et est-ce que, par exemple, un combattant demain il fait appel à toi, est-ce que tu peux arriver à nous sortir ce physique? Je vais dire direct. Enfin, il y a très peu de chances qu'on arrive à ce physique-là parce que déjà, en fait, lui, il vient de la lutte de base. Donc, forcément, en fait, d'avoir un passé de lutteur, il a la génétique, il vient de la Jamaïque. Et on sait que les Jamaïcains, ben, déjà, on a juste à penser au sprint. Les Jamaïcains, c'est les meilleurs. C'est pas pour rien parce que génétiquement, en fait, c'est des peuples qui sont très forts en termes de puissance, de force développée. Donc, qui dit puissant, dit fort, dit un physique, un esthétique qui se voit. Après, je vais pas vous mentir, Sterling, ce qui me choque, moi, c'est plus la différence hors camp et quand il est en camp d'entraînement. Je vais pas dire qu'il a un physique dégueulasse quand il est hors camp, mais il est fat, il a du bide, Mais c'est etc. vrai, c'est Mais vrai. par contre, Est-ce qu'il en joue de ça? Enfin, je vois qu'il en joue, mais est-ce que c'est quoi son secret pour arriver justement Il y a beaucoup de combattants, toi, t'as vu, qui justement font ce yo-yo, et je pense d'ailleurs tu le déconseilles, non, de faire ça, vaut mieux rester en shape toute l'année, ou comme lui, enfin, est-ce que lui, il a le droit de se permettre ça plus qu'un autre en combattant? Désolé, je fait, t'ai coupé dans c'est ton... ça qui me choque un peu. Ouais, pas de souci, mais c'est ça qui me choque un peu avec Sterling, c'est qu'il explique lui-même, moi je le suis beaucoup, tu vois, tu me posais la question, je regarde beaucoup de ses vidéos, ses podcasts et tout, parce que j'aime bien le gars, j'aime bien comment il s'entraîne, etc. Et ça m'aide beaucoup. Mais ce qu'il disait, c'est en fait, ce mec boit de l'alcool, enfin, comme beaucoup de combattants, mais il boit beaucoup d'alcool, il sort, il va en boîte, il rentre à 5-6 heures du matin, régulièrement, hors camp. Par contre, quand il est en camp d'entraînement, il est carré de fou, il fait attention, et c'est pour ça qu'il y a une aussi grosse différence. Mais en fait, ce qui le sauve, c'est sa génétique. Après, peut-être, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas de. C'est pour ça que j'aime pas trop en parler, tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes, peut-être qu'il y a du dopage, hein. C'est possible. Tant qu'il n'y a pas de preuves concrètes, j'ai pas envie d'accuser le gars, alors que s'il faut, il se dope pas. C'est juste qu'il a une génétique exceptionnelle. Faut pas oublier qu'on est plus de 6 milliards sur Terre. Et ce mec-là, s'il arrive à ce niveau, c'est grâce à ça, en fait. C'est pas... Ok, c'est un travailleur et tout, mais c'est aussi grâce à ça. Et il en joue de ça. Physiquement, c'est pour ça que, tu vois, il a gagné contre Cerudo, c'est aussi grâce à son impact physique, ses phases de lutte, où il arrivait en fait à bloquer Cerudo, l'empêcher de travailler, parce que le mec, faut pas oublier que derrière, en face, c'est un champion olympique de lutte, et il Mhm. arrivait à le bloquer dans certaines situations. On voyait que l'impact physique jouait beaucoup. Après, le yo-yo, on est d'accord que c'est pas du tout une bonne idée. C'est pas du tout vraiment. Et ça crée beaucoup de troubles alimentaires, enfin de troubles du comportement alimentaire, ce qu'il fait. Euh, et je suis sûr, après sa carrière, ce mec,
il va finir gros, en fait. Il va être en mauvaise santé. Je lui souhaite pas, mais je suis sûr qu'il va finir comme ça, comme beaucoup d'athlètes de haut niveau qui font énormément de sacrifices pendant un certain temps et qui en font trop parce que derrière ils se lâchent. Après, je leur en veux pas, hein, on n'est Ah, pas à leur place. bien sûr. Mais ça me choquera pas qu'ils finissent comme ça après sa carrière, quoi. Ouais, ben, ça me fait penser aussi à Paddy Pimblett, tu vois, qui lui fait un peu la même chose. Il fait des gros rebonds. Et puis moi, c'est surtout de voir le physique qu'ils ont je suis leur chaîne YouTube, que ce soit Paddy ou Aljamain Sterling. Voilà, on les voit, ils ont du ventre, ils ont plus les abdos. Et comme tu l'as dit, quand ils se mettent en Ouais, camp, vraiment, ils sont sérieux. On le voit, ils calculent tout. Jusqu'à la demi-pomme qu'il mange, Sterling, enfin, il calcule l'eau aussi qu'il boit, ouais. les galons, enfin, vraiment, on voit que tout est millimétré. Est-ce que tu es au courant un peu du préparateur physique d'Aljamain Sterling ou pas du tout? Alors, J'en ai je pas. suis un peu ces vidéos, donc, mais j'ai jamais vu vraiment de préparateur Hein, physique c'est attitré. fou. J'ai l'impression qu'il s'entraîne de son côté ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui le suit à distance, je sais pas. Après, je sais qu'il s'entraîne correctement, il s'entraîne très bien à ce niveau-là. Il est carré, il n'y a pas de souci. Juste, je voulais revenir sur Paddy Pimblett. Par contre, pour moi, ok, il fait un gros rebond, il perd du poids rapidement, mais je trouve que pour un 70 kilos, il n'est pas énorme, tu vois. Et il y a des mecs, moi, qui me choquent plus physiquement dans la cage. Bon, Makhachev, Tsaroukian, Ouais, Tsarukyan, c'est énorme. Benoît Saint-Denis aussi, pour un 70, il a un physique de fou, quoi, on se rend pas compte. Et je pense que ça, Paddy Pimblett, ça peut lui porter préjudice quand il va arriver vraiment, s'il y arrive dans le top 10, contre des vrais top 10 qui ont un physique de fou, ça va lui porter préjudice, ça. Sterling, lui, c'est une anomalie, hein, je ne vais pas vous mentir. Ce mec, c'est difficilement explicable. Et je pense que ça va être compliqué de retrouver un mec aussi physiquement fort dans cette catégorie. C'est pour ça aussi qu'il est aussi fort et qu'il est champion actuellement. Son physique est quand même très très impressionnant pour la catégorie. C'est pour ça Avant, qu'il va monter aussi, parce que je pense ouais. qu'il a du mal à cutter, hein. Avant de passer au prochain athlète que je voudrais échanger avec toi, un petit mot sur Baki, Baysangour Shamsudinov, pareil, qui lui affiche un physique monstrueux. Alors, ben, vu que c'est toi qui t'occupes de sa préparation physique, est-ce que ça prend des années à avoir un physique tel? Est-ce qu'il y a une part de génétique là aussi? Ou est-ce que c'est toi aussi qui a tout fait là-dedans, tu vois? Ce qui est bien, c'est que tu as répondu un peu à la question dans ta réponse. T'as répondu en fait à ta question, entre guillemets, c'est tout ça en fait qui va ensemble. C'est la génétique, parce que moi j'ai vu son père, je sais comment il est, et au niveau du dos, c'est le même dos. La discipline, il faisait du judo, donc beaucoup de tirage, etc. Quand tu fais du sport à haut niveau très petit, ben, tu développes un physique impressionnant. Son hygiène de vie, il boit pas, il sort pas, il fume pas, il fait attention. Hmm. Il, il fait pas d'extra, etc. Il fait pas d'excès à ce niveau-là. Et aussi le fait que très vite, en fait, il m'a contacté, il m'a dit, ouais, moi je veux un truc carré, je veux une préparation physique carrée. Euh, et il n'y a pas de secret, en fait. Si tu arrives à mettre tout ça en jeu, génétique, hygiène de vie et sérieux au niveau de l'entraînement, ben, tu vas avoir un physique impressionnant, quoi. Et pour un 77, je l'ai vu à côté de beaucoup de 77. Franchement, c'est une armoire, entre guillemets. En fait, parce qu'il est très épais aussi. Si on le met de profil, c'est quelque chose, quoi. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins. C'est d'ailleurs allez regarder sur les réseaux si vous connaissez pas Baki, très très gros physique. D'ailleurs, bientôt, est-ce que t'as des infos un peu vu qu'on parle de Baki, est-ce qu'on peut le revoir bientôt combattre? Est-ce qu'il y a une prépa en cours? Allez, je Normalement, gratte une ça doit. info. Je vais pas te donner toutes les infos, mais je vais te donner quelques infos. Normalement, on devrait avoir un combat le 23 juin. On attend que son adversaire, en fait, il y a eu beaucoup de refus. Ok. On attend que l'adversaire qu'on lui a, enfin, on lui a proposé un contrat, accepte, signe le contrat. Et normalement, ça devrait se faire en 23 juin, mais bon, j'ai pas envie de vous dire sûr parce que c'est pas sûr à 100% pour le moment. Ok. Bon, en Beaucoup de tout cas. refus. On l'espère. Voilà, on reste prêt sur ces réseaux en tout cas. Et on va passer au dernier athlète avec qui je voulais échanger, c'est Paulo Costa. Vous le voyez apparaître à l'écran. Ben, c'est un monstre, Paulo Costa. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, avec Sterling, c'est les deux athlètes là qui m'impressionnent.
vraiment. Qu'est-ce que tu penses, toi, de Paulo Costa, le Brésilien, qui me semble il est dans la catégorie des poids moyens, 84 kilos, mais là, sur la photo que j'affiche, ouais, il doit être dans les alentours des 100 kilos, un peu comme Yoel Romero. Alors là encore, voilà, je te repose la même question. C'est quoi? C'est les génétiques, c'est la préparation physique, c'est la nutrition. On voit ses épaules, ses Là, pecs. j'ai plus de, tu vois, j'ai quand même beaucoup plus de doutes au niveau du dopage parce que je sais que déjà au Brésil, c'est très très fréquent. Pour eux, c'est normal en fait. Tu peux en trouver en pharmacie des produits dopants. Ok, Je dis pas qu'il est forcément dopé, mais si tu me dis demain, moi, je te dis franchement, j'ai plus de doutes au niveau de Costa que de Sterling par exemple. Euh, Après, je sais que là, actuellement, il a fait beaucoup d'efforts au niveau de sa nutrition. Je sais qu'il s'entraîne beaucoup plus correctement. Sa femme l'aide beaucoup à ce ouais. niveau-là. Mais il a toujours été big. Il a raté beaucoup de pesées à cause de ça. Mais ça lui paye des tours parce que je trouve que dans ses combats, il n'a pas une endurance de fou en fait. Tu vois. Il est très fort, très puissant. Il t'envoie des marmites. Mais je trouve qu'il n'est pas super endurant à ce niveau-là. Par contre, il est très explosif, très puissant. Je pense qu'il y a la génétique, il y a un peu de dopage, je pense. Là, je vais me lancer. Ok. Euh, et le fait que ben, il s'entraîne beaucoup, il doit beaucoup travailler le grappling, la lutte, etc. Et ça crée quand même des physiques assez impressionnants, tu vois. Ça me choque pas venant des mecs du Brésil, parce que c'est quand même des peuples qui ont quand même des physiques assez impressionnants. Mais il y a le dopage. Je pense qu'il y a quand même le Il y a dopage le secret chez juice. Costa. Exactement. Il Ben, en joue. Après, il en peut-être joue. qu'il ne l'est pas. Mais pour souvent, on pose la question, ouais, mais pourquoi ils se font pas choper, etc. C'est parce qu'en fait, il y a des produits qui, Qui souvent, masque? quand ils font les tests, ils testent pas toutes les molécules. Il y a des D'accord. produits qui sont pas forcément détectables aujourd'hui, qui seront détectables dans 2 3 ans, 5 ans, voire jamais. Et on peut toujours passer, entre guillemets, entre les mailles du filet. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez vous renseigner sur le dopage, comprendre comment ça fonctionne et comment certains évitent les contrôles, c'est de regarder un reportage qu'il y a sur Netflix. C'est Icar, vraiment très très bien, qui parle du dopage dans le cyclisme et du dopage au JO de Rio, je crois. La Russie, comment la Russie a esquivé les contrôles antidopage. Franchement, c'est le documentaire et pour moi, c'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu dans le sport toute ma vie. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez voir en fait comment ils peuvent esquiver les contrôles entre guillemets quoi. Ok. Moi, il y avait un truc qui m'avait impressionné chez Paulo Costa. Justement, je regardais sur sa chaîne YouTube. C'est tous les compléments alimentaires qu'il prend aussi. Et justement, lui, il mettait aussi ça en avant. Tu vois, il disait, regardez, quand même, je prends beaucoup de compléments alimentaires. Il Mm. a une nutrition impeccable. Je veux dire, tout est millimétré. Il laisse rien au hasard. Donc, moi, j'ai quand même Ça du joue, mal. ça c'est J'ai du mal à croire qu'il est dopé parce que je me dis que l'USADA, quand même, c'est l'une des meilleures organisations de tests antidopage. Donc, je me dis comment il arrive. Et en plus, je crois que c'est l'un des combattants les plus testés aussi, tu vois. Mais après, ouais, attention, avec Jiri. j'imagine que, voilà, avec Jiri, j'imagine qu'il y a quand même des. Voilà, je crois que d'ailleurs les produits masquants sont toujours en avance sur les produits dopants. Enfin, Exactement. je m'y connais pas assez pour rentrer dans ces sujets, mais je crois que voilà, il y a toujours des moyens des combines. Il en joue. Donc, bah écoute, je te remercie d'avoir répondu quand même à mes questions sur ces deux athlètes. On aurait pu en faire d'autres, hein. Avec plaisir, hein. Je pense à Chandler, je pense à tout ça, mais bon, bref, voilà. On en fera d'autres peut-être plus tard si jamais. Ouais, ce sera avec grand plaisir. Nabil, je peux parler un peu de ton travail aussi que tu fais sur ta chaîne YouTube, qu'on soit combattant ou pas, ainsi que sur ton Instagram, il y aura tout en description. N'hésitez pas à aller suivre Nabil Takali sur les réseaux. Vous avez plein de conseils. Même moi qui suis pas un combattant de MMA, ben, je regarde des fois un peu les vidéos que tu fais concernant les échauffements. Enfin voilà, il y a plein de choses à apprendre. C'est vraiment bon d'avoir un Instagram aussi fourni en conseils dans la musculation, préparation physique et j'en passe. Merci, Ça fait plaisir, merci. merci à toi Nabil. Je te souhaite bonne continuation. Puis à la prochaine pour une autre vidéo sur la prépa physique. Allez, ciao.